Bonsoir. Ceci seulement pour vous annoncer, c'est mal écrit parce que j'écris mal, pour vous annoncer le plan de ma conférence. Je vais d'abord commencer par un historique très rapide qui remonte à 30 000 ou 40 000 ans jusqu'à maintenant, jusqu'à 1960 à peu près. Et puis je vais vous décrire des 3 découvertes qui ont lieu depuis ces 10 dernières années, c'est-à-dire depuis que la plupart des livres sur le sommeil ont été écrits. Le premier, c'est un espèce de chef-d'œuvre technologique. Vous savez, je vais vous expliquer qu'on a tous une horloge biologique dans la tête. Les Japonais, qui sont très forts en minutie et tout, sont arrivés à voir fonctionner l'horloge à l'intérieur du cerveau d'un rat. Je vais vous montrer comment ils ont fait, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc vous verrez comment, du concept de l'horloge biologique jusqu'à la démonstration, comment elle marche, on est arrivé à la voir marcher presque comme si on avait une montre dans le cerveau. La deuxième a baissé. La troisième partie, vous savez que l'éveil est bien entendu composé d'une quantité énorme de réseaux, mais il y a 4 ans, 5 ans à peu près, on a découvert un nouveau système d'éveil dans l'hypothalamus, dans le cerveau. Et ce système a ceci d'important. D'abord, il a été découvert par des chercheurs français qui étaient aux États-Unis. Malheureusement, ils ne reviennent pas en France. Et c'est ce système dont la dysfonction est responsable d'une maladie assez fréquente, 1 ou 2 pour 1000, qui est la narcolepsie. C'est des gens qui s'endorment. Je vais vous raconter un peu comment ça marche. Et enfin, je terminerai par les explications actuelles que nous avons pour essayer de montrer comment marche notre cerveau lorsque nous rêvons. La différence avec l'éveil et les grands mystères qui encourent cela. Inutile de vous dire que ça fait 50 ans que je travaille là-dessus, mais je pense que découvrir véritablement le fonctionnement du rêve et la conscience onirique, c'est la dernière frontière de la dernière frontière de la science. On comprendra peut-être un jour comment fonctionne notre cerveau éveillé lorsqu'il est conscient, mais je pense qu'avant qu'on sache comment marche la conscience de nos rêves, il va encore y avoir beaucoup de temps, beaucoup de siècles. Voilà, donc on va arrêter ça. Vous avez pu prendre le plan, et maintenant je vais vous montrer les images. Je vous le relis si vous voulez, pour ceux d'entre vous. Bon, la première, non, ben écoutez, je vais vous le dire, puisque je m'en souviens. La première partie, je vais faire un rappel élémentaire. Un rappel élémentaire du problème du rêve depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à maintenant. Après, je vais vous parler de cette découverte récente qui permet d'expliquer comment fonctionne notre horloge biologique. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'horloge biologique. Vous savez tous ce que c'est quand vous allez vers l'est et vers l'ouest, que vous êtes mal fichu et tout. On a une horloge dans le cerveau qui commande le moment où l'on dort. Mais maintenant, on sait où est cette horloge, on sait où elle marche, et chez certains animaux, on peut la voir marcher. La troisième partie, c'est vous raconter la découverte de ce nouveau système d'éveil, qui est le système à orexine. L'orexine, c'est un peptide. Et ce système est important parce que si on arrive à le manipuler, on pourra peut-être guérir mieux la narcolepsie qu'on le fait maintenant, encore que maintenant, vous savez, des drogues françaises comme le modafinil permettent de traiter cette maladie. Et à la fin, eh bien, je vous dirai tout ce que l'on sait, tout ce qu'il faut savoir sur comment marche notre cerveau au cours des rêves. Voilà, vous avez tous pris le... Alors on remonte
On remonte à peu près 60 000 ans, 30 à 60 000 ans, et je vais vous raconter ce que je pense être l'une des premières représentations du rêve à la grotte de Lascaux. Passez la première, c'est moi qui passe ça. Forward. Est-ce que vous voyez bien, il n'y a pas trop de lumière? Bon, ceux d'entre vous qui ont visité Lascaux se souviennent fort bien de ce qu'on appelle la scène du puits. Vous voyez ici un bonhomme qui manifestement est tendu, mais qui est en érection. Vous voyez ici un oiseau qui est à côté. Sa lance est cassée et il a éventré ses taurocs. Bien entendu, je ne suis pas un paléontologiste ou un archéologue, mais si on avait à représenter, si nos ancêtres de Cro-Magnon avaient représenté, s'étaient rendus compte de quelque chose, ils auraient dû se rendre compte de quelque chose qu'on a découvert qu'en 1964, c'est-à-dire que quelqu'un qui dort, nu, à certaines périodes au cours desquelles il est en érection. Et c'est le moment où on rêve. Ils s'en sont sans doute rendus compte. Et leur interprétation a été l'interprétation que l'on a eue pendant très longtemps, puisque ce bonhomme, quand il se réveillait, racontait qu'il était sorti de la grotte, qu'il est allé soit dans le passé, soit dans l'avenir. La seule interprétation qui pouvait être, c'est que quelque chose d'immatériel qui est représenté ici par un oiseau, qui est représenté chez les Égyptiens par l'esprit, le mba, ou l'âme, eh bien, quitte le cerveau du rêveur. Et donc, à partir de cela, c'est l'idée, les premières idées du rêve sont extrêmement importantes dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient à leur début, ont eu une explication qui est infalsifiable et qui est la suivante. Nous sommes composés d'un corps matériel et d'une âme immatérielle. Et lorsque nous dormons, l'âme immatérielle quitte le corps ou le cerveau et va se promener en arrière, c'est les souvenirs passés, quelquefois en avant, ce sont les rêves prémonitoires. Et cette théorie-là, elle persiste toujours dans le delta du Nil. Il y a les fellahs qui s'entourent la tête d'un turban, tout simplement pour empêcher leur âme, justement, de quitter leur tête pendant qu'ils dorment. Et dans une société que je connais un petit peu, parce que j'étais allé l'étudier, c'est les Maasai au Kenya. Eh bien là-bas, il y a un tabou absolu, c'est qu'il est interdit de réveiller brusquement quelqu'un qui dort, parce que de peur que son âme, qui volette, n'a pas le temps de rentrer dans son crâne. Donc ça, c'est la première interprétation du rêve, c'est l'âme qui quitte le corps. Bien entendu, ce n'est pas une interprétation scientifique pour le scientifique que je suis, pour tous les scientifiques que nous sommes. On dégage le problème de l'âme. Notre problème, c'est simplement d'étudier le cerveau et l'esprit, c'est-à-dire le fonctionnement de l'esprit. On n'a pas de possibilité d'étudier des phénomènes non matériels comme l'âme. Voilà donc le point de départ, et la deuxième diapositive va vous montrer l'évolution donc depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à maintenant, les différentes théories. Les différentes théories, voilà. Donc ça, c'est la première théorie, c'est l'homme de Cro-Magnon, le corps matériel, et pendant le sommeil, l'âme qui fiche le camp et qui est responsable du rêve. Bon, on arrive là, on laisse passer des dizaines de milliers d'années. Le siècle des Lumières passe par là. On se dit que attribuer au rêve le fonctionnement de l'âme, c'est pas particulièrement scientifique. Et à Paris, il y a un professeur au Collège de France qui s'appelle Alfred Maury, qui fait des expériences. Il fait venir des gens dans son laboratoire. On disait que c'était des jeunes filles, enfin. Et il s'amuse à les réveiller. Ça, c'est donc le début de la nuit.
Et ça, c'est un réveil provoqué au cours de la nuit. Ça, c'est une douleur au cours de la nuit. Et ça, c'est le réveil le matin. Et il s'aperçoit que on peut rêver, c'est ce qu'il appelle les imageries hypnagogiques qui surviennent à l'endormissement, et que beaucoup d'entre vous doivent avoir. C'est ces imageries qu'on voit un peu de toutes les couleurs géométriques qui sont assez intéressantes. Et il pense que le rêve est dû à un allègement du sommeil, dû à une stimulation extérieure, par exemple un bruit, ou dû à une douleur. Et enfin, il décrit quelque chose qui est beaucoup plus rare, que ce que l'on appelle les hallucinations hypnopompiques en fin de la nuit. Donc pour lui, le rêve, c'est quelque chose d'aléatoire qui représente tout simplement un sommeil très léger. Voilà. Mais qu'il y a des tas de moments où on peut réveiller les gens et il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve. Donc ce n'est pas quelque chose qui dure toute la nuit, c'est quelque chose qui est dû à l'allègement du sommeil. 1953 à 59, les travaux des Américains à Chicago, l'école de Kleitman, d'Asserinsky, de mon ami William Dement, enregistrent toute la nuit des dormeurs. Ils s'aperçoivent que quelqu'un qui s'endort passe par un stade de sommeil très léger, ce qu'ils appellent le sommeil, le stade 1 descendant, stade 2, stade 3, stade 4. Et il voit réapparaître périodiquement, au cours de la nuit, des périodes qui ressemblent à l'endormissement, qui s'accompagnent de mouvements oculaires et qu'ils assimilent, un petit peu comme l'avait fait Maury, à un sommeil très léger. Donc on a le descending stage 1, 3, 4, 5, ça c'est le sommeil très profond. 90 minutes après l'endormissement, une première période de rêve, parce que quand on réveille les sujets ici, ils vous racontent des rêves, elle dure 20 minutes, 90 minutes, 20 minutes, 90 minutes, 20 minutes, etc. Donc, en gros, on rêve à peu près 4 fois ou 5 fois 20 minutes, c'est-à-dire 80 à 100 minutes chaque nuit. Mais l'interprétation des Américains est fausse, parce qu'en fait, ces périodes-là ne font pas du tout du sommeil léger. Et grâce à la neurophysiologie animale, c'est-à-dire que nous, on travaillait surtout chez le chat, on s'est aperçu que ces périodes de sommeil avec mouvements oculaires, que l'on voit chez l'homme, comme je vous le montrerai tout de suite, et chez le chat, n'ont rien du tout à voir avec un sommeil léger. C'est un sommeil très profond qui s'accompagne d'autant plus d'un signe de sommeil profond, c'est-à-dire une absence totale de toute activité musculaire, sauf la respiration, heureusement, et les mouvements des yeux. Et puis grâce à des expériences faites chez l'animal, on peut montrer que l'on peut supprimer soit électivement ceci, en laissant le sommeil intact, soit même on peut supprimer le sommeil et laisser seulement ceci. Donc on en fait non pas un stade de sommeil léger, mais on en fait le troisième état de fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on a appelé sommeil paradoxal, parce que, comme on va le voir sur cette image, alors ça c'est des tracés faits sur des électroencéphalogrammes, c'est-à-dire qu'on met des électrodes sur le crâne des sujets d'expérience et on enregistre des courants qui sont fabriqués par le cortex cérébral, qui sont de l'ordre du microvolt, c'est-à-dire qu'il faut amplifier des millions de fois. Bon, maintenant, c'est facile. Au début, il y a 50 ans, ça ne marchait pas très bien. Voilà quelqu'un qui est éveillé. Voilà l'activité de son cortex. Il est rapide. Et ça, c'est l'activité de ses muscles. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activité au niveau des muscles. Chez l'homme, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, d'ailleurs, ce ne serait pas trop long à expliquer, on ne sait pas pourquoi, les muscles qui nous renseignent sur le tonus musculaire, c'est le muscle du menton. À croire que le créateur a mis des muscles du menton juste pour les gens qui s'intéressent au sommeil. Et ça, c'est les mouvements des yeux. Voilà le sujet qui s'endort, le stade 1, et vous voyez ces périodes d'activité rapide qui ressemblent presque à l'éveil.
Voici un stade de sommeil plus profond, avec ces espèces d'accidents là qu'on appelle des fuseaux, encore plus profond. Et voilà le sommeil, le véritable sommeil qui était connu jusque-là, qui est le sommeil à ondes lentes. Vous voyez qu'il persiste toujours du tonus musculaire et pas de mouvement des yeux. Et puis après 90 minutes de passer de 1, 2, 3, 4, on voit apparaître brusquement ce stade, ce nouvel état de sommeil qui est caractérisé, comme vous pouvez le voir, par une disparition totale de l'activité tonique musculaire, par des tas de mouvements oculaires et par une activité qui ressemble à l'endormissement. C'est pour ça que les Américains qui n'enregistraient pas l'activité musculaire en avaient fait un stade de sommeil léger. Voilà donc comment les choses peuvent se reconnaître et dans n'importe quel laboratoire au monde, les gens qui dépouillent des tracés, soit maintenant avec des ordinateurs et tout, peuvent déterminer à la seconde près le début d'une de ces phases de sommeil paradoxal ou de rêve, encore que, on le verra tout à l'heure, il peut y exister quelquefois des rêves dans les autres périodes du sommeil. Alors, voici une nuit de sommeil chez une jeune femme de 20 ans. Elle s'endort, alors c'est représenté de différentes façons. Ceci, c'est pour montrer, quand c'est en bleu, qu'il n'y a plus du tout d'activité au niveau des muscles. Voici le stade 1, 2, 3, le sommeil très profond, à peu près 90 minutes, une très courte phase ici, 90 minutes, une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Dans ce cas-là, c'est à peu près 95 minutes qui sont faites. Et bien sûr, comment sait-on que les gens rêvent? Quand on les réveille là, la plupart du temps, ils ne se souviennent de rien. Quand on les réveille là, la plupart du temps, ils peuvent vous raconter avec beaucoup de détails et très souvent en couleur les souvenirs de leurs rêves. Donc ça, c'est un rappel que je fais pour la plupart d'entre vous. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel bouquin qui a été écrit jusqu'à ces dernières années. C'est maintenant même enseigné, je crois, aux étudiants. Mais bien entendu, tout ce que l'on sait sur le sommeil, on le doit à l'animal qui a été véritablement celui que les neurophysiologistes ont étudié le plus. Les chats, on connaît leur comportement. Les chats, c'est pas méchant, et ça dort tout le temps. Enfin, ça dort beaucoup. Et voilà les 3 états de sommeil. Si vous avez des chats chez vous, vous verrez qu'à certains moments, ils sont comme ça, avec la tête un peu levée, et puis brusquement, ils vont tomber la tête sur le côté. Vous allez voir des tas de mouvements des yeux, des oreilles, et si on enregistre à ce moment-là leurs muscles, là, au niveau de la nuque, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activité lorsqu'ils sont éveillés, lorsqu'ils dorment, et hop, il n'y a plus rien du tout lorsqu'ils rêvent, lorsqu'ils sont en état de sommeil paradoxal. Regardez à nouveau cette activité-là d'éveil, cette activité-là de sommeil paradoxal, elles sont absolument identiques, et c'est pour ça qu'on a donné le nom de sommeil paradoxal à un sommeil profond dont l'activité électrique ressemble à s'y méprendre à l'activité de veille. Mais ça, on reverra ça tout à l'heure quand on aura étudié les mécanismes. Voilà. Donc ça, c'est les rappels. Les rappels pour vous mettre, la plupart d'entre vous doivent connaître cela. Au moins, maintenant, ils le savent. Alors maintenant, je vais aborder la deuxième partie, qui est l'histoire de l'horloge. C'est une histoire passionnante, parce que l'horloge biologique, c'est un concept qui est en fait récent. Quand j'ai commencé mes études sur les on ne parlait pas d'horloge biologique, c'est rentré à l'ordre du jour depuis les années 60-65, mais donc on va voir, voilà une horloge, ça c'est de la gare de Lyon, et bien on va voir où se trouve notre horloge. Comme toujours, il y a des gens géniaux, et il y avait en 1724 un astronome
qui s'appelait Jean Hortus de Mairan, M-A-I-R-A-N. Il avait chez lui des Mimosa pudica qu'on lui avait ramené. C'était l'époque où les grands voyageurs ramenaient des tas de plantes qui venaient un peu des pays chauds. Et s'était aperçu, ce que vous devez savoir si vous avez des mimosas chez vous, c'est que lorsqu'il fait jour, les feuilles du mimosa sont ouvertes, et lorsqu'il fait nuit, elles se replient un petit peu. Donc c'est très facile de voir la différence entre le jour et la nuit. Mairan, qui était un astronome, a eu une idée géniale. Il a enfermé son mimosa dans un cabinet noir et il a ouvert à midi et il a vu que les feuilles étaient ouvertes comme si il y avait le soleil. Il a attendu le soir à minuit, il a regardé, et il a ouvert, elles étaient tout le temps d'obscurité. Il a regardé, elles étaient fermées comme s'il faisait nuit, alors que les mimosas pudica étaient toujours dans l'obscurité. Il a fait ça pendant 8 jours, il a vu que ça passait tout le temps. Il a écrit une note d'une page à l'Académie des sciences, compte rendu l'Académie royale des sciences en 1724, et il a dit, il n'y a pas d'autre explication que le mimosa pudica a une horloge, quelque part dans ses feuilles ou bien dans ses tiges et tout. Bien sûr, il n'a pas trouvé où elle était. Bien sûr, les astronomes ont dit à de Mairan qu'il n'avait qu'à s'occuper de ce qui l'intéresse, mais pas de botanique. Les botanistes se sont moqués de lui en disant c'est pas votre travail. Il a fallu attendre 100 ans pour que De Candolle, qui était un grand botaniste, refasse la même expérience à Genève, enregistre, à ce moment-là, c'était le début des enregistrements, enregistre les mouvements des plantes, tout le temps dans l'obscurité, et montre au public stupéfait qu'en effet, il existait bien des mouvements des feuilles, alors que le mimosa était gardé à l'obscurité. Donc le concept d'horloge est donc rentré avec les plantes. Mais il a fallu ensuite le faire rentrer chez les animaux. Et chez les animaux, je passe du mimosa à l'homme. Voici des expériences que vous connaissez bien, qui sont réalisées, par exemple celles qui ont été réalisées par Michel Siffre. Mon ami Michel Siffre, il y a déjà bientôt une trentaine d'années, quand il a mis des gens dans des grottes dans le sud de la France, des endroits impossibles. Il y est allé lui-même, il avait des sondes un petit peu partout, on enregistrait son électroencéphalogramme, il avait une sonde dans le derrière pour prendre sa température, ce qui lui a donné pas mal d'ennuis, parce qu'un jour, la foudre est tombée sur sa sonde, et il a reçu, heureusement, pas complètement la foudre. Alors voilà ce qui se passe. Toute cette période-là, on enregistre le sujet avec lumière le jour, obscurité la nuit. Donc vous voyez plutôt là, ça c'est ces périodes de sommeil. Quand il fait nuit, le sujet dort, lorsqu'on allume, il se réveille. Et puis à partir du 20e jour, on arrête tout. Ça c'est des expériences de grotte ou celles qui peuvent être faites dans des bunkers maintenant. Et on laisse le sujet en free running, c'est-à-dire qu'il ne sait pas l'heure. Il a une fausse télévision qui ne lui donne pas l'heure. Il a la possibilité, il n'a aucun repère temporel, donc il se couche quand il a sommeil, il se réveille quand il n'a plus sommeil. Et on s'aperçoit que dans ces conditions, chaque jour, le sujet va s'endormir un peu plus tard. Donc ça, c'est une représentation typique des gens qui font des rythmes. On représente sur plusieurs séries de ce qu'on appelle double plot, et vous voyez que le sujet s'endort chaque jour un peu plus longtemps, et que quand on calcule le taux prime, c'est-à-dire la période des endormissements, au lieu d'être 24 heures comme auparavant, eh bien c'est ce sujet-là, c'est 25,3 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que
si on s'endort le soir à la nuit, c'est pas parce qu'il fait nuit. Ça revient évidemment moins cher de dormir à la nuit que de dormir le jour, mais ça veut dire que normalement, même quand on n'a aucun repère temporel, ce qu'on appelle les rythmes free running, qui marchent en libre cours, eh bien, même sans aucun repère temporel, une horloge interne va vous dire, eh bien maintenant, il est temps de vous endormir, et puis au bout d'un autre moment, on va se réveiller, et vous voyez que l'horloge marche sur en général, ça c'est ce sujet, la moyenne, c'est maintenant, on pense que c'est à peu près 24,8 heures. C'est-à-dire que notre horloge, elle a été fabriquée à un moment probable où la Terre tournait peut-être un peu plus lentement autour de son axe. Enfin, c'est n'importe qui. De toute façon, ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous donnez un flash de lumière à un moment donné pour dire qu'il fait jour, eh bien, l'horloge va se resynchroniser. Ça veut dire que notre horloge interne, où qu'elle soit, est en rapport, bien entendu, avec les yeux. Tout au moins chez l'homme. On va attendre voir ça chez les oiseaux. Donc, démonstration, on a un rythme endogène de presque 24 heures qui fait qu'on va se coucher toujours à peu près à la même heure, même si on n'a pas de montre. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, cette horloge? Je ne vais pas rentrer dans des grands détails. Là, c'est un bonhomme. Voici ses voies charitides. Je vous ai dit que l'horloge était en rapport avec la lumière, donc il faut qu'elle reçoive des informations de l'œil. Et il y a ici un noyau qu'on ne connaissait pas, qu'il a fallu trouver par les nouvelles méthodes de neuroanatomie, qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui est situé dans cette région du cerveau, qui est un petit peu le centre de toutes les commandes de notre humeur et de toutes ces choses-là, du sommeil également, qui est l'hypothalamus. Vu d'en haut, si vous coupez la tête, si vous faites une coupe là, vous voyez ici les deux yeux, le chiasma. Vous savez que les fibres des yeux se croisent. Et vous voyez ici un tout petit noyau. Il est gros chez l'homme comme une tête d'épingle en verre. Il y en a deux. Et c'est à partir de là que c'est là où est située l'horloge. Alors comment sait-on que l'horloge est située là? Bien sûr, on ne fait pas d'expérience chez l'homme. D'ailleurs, c'est rare que chez l'homme, il y ait véritablement une atteinte. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir de ce noyau suprachiasmatique partent des voies très compliquées, dont une va venir informer la pinéale, qui est une glande qui est située, l'épiphyse, qui est une glande qui est située profondément dans le cerveau et qui sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et la mélatonine est un peu un transmetteur qui est impliqué dans le fonctionnement de cette horloge. Comment sait-on que ce sont les noyaux chiasmatiques qui sont responsables de l'horloge de 24 heures? Eh bien, il y a eu des tas d'expériences. Ça, c'est un de mes amis à Chicago qui a fait ça. Voici tout simplement une histoire de rat. Vous voyez que 12, 24, 36, 48, il y a un enregistrement ici sur 2 jours. Lorsque c'est par ici, c'est le rat qui bouge. Lorsque c'est par ici, c'est le rat qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'ici, c'est le jour. Les rats bougent la nuit et ne bougent pas. Le jour, ils dorment. Hein. Les rats, ils sortent la nuit parce qu'il y a moins de prédateurs. Autrement, ils seraient moins mangés par les chats. Voilà, donc un rythme typiquement circadien, éveille la nuit, dort le jour, c'est l'inverse de l'homme, éveille, etc. Chez tous ces animaux-là, on a coagulé, fait une lésion, c'est pas facile à faire, parce que le noyau suprachiasmatique d'un rat, c'est une petite tête d'épingle en acier, hein, c'est pas une tête d'épingle en verre. Et ça marche ou ça marche pas, mais vous voyez que chez ces
5 rats, le système de l'horloge biologique ne marche pas, et donc il marche avec un rythme qui n'est pas un rythme de presque 24 heures. Ce que l'on appelle presque 24 heures, ça se dit en latin circa dies, circadien, mais il marche avec un rythme qui est beaucoup plus rapide que 24 heures, donc on dit que c'est un rythme ultradien. Donc voilà, le rat, il est éveillé à peu près 2 heures, il dort 2 heures, etc., etc., etc. Donc il a perdu toute possibilité d'organiser correctement sa vie en fonction du jour et de la nuit, mais vous voyez qu'il dort. Si on prend les périodes de sommeil de ces rats, c'est exactement la même chose que chez ces rats-là. Donc, retenez bien encore une autre chose, notre horloge biologique n'est pas responsable du sommeil, mais elle est responsable de l'organisation temporelle du sommeil. Alors, lorsque les gens se sont vus à dire, bon, c'est à tel endroit et tout, mais bien entendu, tout le monde s'est dit, comment ça marche? On a regardé au microscope, on n'a pas vu de ressort, on n'a pas vu d'aiguille qui bougeait. Et bien entendu, pour une fois, il faut reconnaître ce qu'il en est, ce sont les biologistes moléculaires qui ont apporté le secret du fonctionnement de cette horloge. En particulier, il y a des travaux extrêmement intéressants qui viennent de paraître d'une équipe japonaise de Kobe, dirigée par Yamaguchi, et dont je vais vous résumer les magnifiques travaux. Vous allez voir comment on peut voir fonctionner l'horloge chez un rat. Bon, pour moi, ça m'intéresse, mais nous autres qui travaillons chez le chat, on s'est toujours moqué de l'horloge biologique parce que le chat domestique est un animal qui n'a pas d'horloge biologique, en ce sens qu'il compte sur vous pour le nourrir dans la journée, et il est très peu éveillé la nuit. Tous ceux d'entre vous qui ont des chats qui vivent avec vous, vous savez très bien qu'ils vont dormir sur votre lit dans la nuit, et puis qu'ils vont dormir après avoir mangé leur repas le matin. Donc l'horloge biologique intéresse l'homme, c'est pour ça que c'est intéressant, les rats, mais un des rares animaux pour qui elle ne marche pas, parce qu'il vit avec nous, c'est le chat. Par contre, le chat sauvage, dans la mesure où il est quasiment impossible de travailler avec des chats sauvages, est éveillé la nuit, parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent des rats qui, eux, sont éveillés la nuit. Mais le chat qui vit avec nous a perdu tout rythme biologique véritable. Alors voilà des expériences qui ont été faites. Alors bien entendu, tout le monde s'est dit, cette sacrée horloge, ça doit marcher avec des gènes. Il faut bien qu'il y ait des gènes qu'il faut faire fonctionner ça. Donc les gens se sont mis à chercher des mutants qui n'aient plus d'horloge biologique. Alors bien entendu, si vous mettez ça sur des souris, des rats ou des hommes, vous pouvez passer des centaines d'années, mais l'animal de choix de la biologie moléculaire, c'est la mouche. Alors une mouche normale, ça se passe comme ça. Voilà une mouche. Chaque trait, c'est un jour, c'est 24 heures. Et les moments où les mouches bougent, c'est le jour, bien entendu. Et la nuit, vous savez tous que les mouches, elles ne bougent pas, qu'elles se sont collées au plafond. Voilà donc une série de mouches dont on isole le rythme circadien qui est de l'ordre de 23h30. Ça, c'est la souche sauvage, comme toutes les mouches que l'on connaît. Et puis, ils ont essayé de faire des mutants, par des mutants pour les mouches, on leur passe des rayons, etc. Et ils se sont trouvés des mouches mutantes, qui dorment n'importe quand, comme le rat de tout à l'heure. Et quand on isole le rythme de ces mouches, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Hein, c'est des traitements du signal. Pour isoler un signal périodique, bon, les mouches normales, elles sont actives le jour. Ces mouches sont actives tout le temps. Donc, alors, sur ces mouches, les Japonais ont fait ce qu'on appelle des mouches transgéniques. Ils ont inséré des gènes qu'ils avaient trouvés dans le noyau suprachiasmatique de rat,
à qui ils avaient donné le nom de paire 2M, mammalian, paire 2, période 2, mammalian, paire 2. Et ils rétablissent, c'est pas très facile à voir quand on regarde là, mais quand on voit l'analyse des rythmes, ils ont pu rétablir sur ces mouches, qui étaient ces mouches-là, qui n'avaient pas de rythme, ils ont rétabli une espèce de périodicité, vous pouvez voir comme ça, et quand ils traitent ça par des périodogrammes, vous voyez que une mouche là, elle s'est remise à avoir un rythme de l'ordre de 30 minutes, de 30 heures, et c'est là de 27 heures. Donc ils ont montré que des gènes mammaliens pouvaient redonner des rythmes donc, qui étaient responsables de l'horloge. Et à partir de là, beaucoup d'expériences de biologie moléculaire que je ne vais pas vous raconter, ils sont arrivés à ce schéma de fonctionnement de l'horloge. C'est pas la peine, on voit mal, mais ça va. On pense actuellement que même les animaux, les plantes les plus primitives qui soient, comme les cyanobactéries, c'est ces espèces de bactéries qui se baladent dans l'océan primitif et que l'on voit monter à certains moments au-dessus de la mer, etc. On a découvert chez eux des gènes qu'on a appelés cassés, les plantes, les champignons ont des horloges biologiques et tout, et puis les insectes, la drosophile, et enfin les vertébrés au niveau du noyau suprachiasmatique, où il y a les gènes dont je vous ai parlé, qui commencent période 1, période M, etc., plus deux autres types de gènes. Et la machine marche comme ça. Voici le noyau de la cellule. Ce noyau contient un gène. Ce gène va exprimer des produits. Voilà le clock gène qui sort du noyau, qui passe dans le cytoplasme. Il va fabriquer une protéine, laquelle protéine, quand il y en aura suffisamment, va faire un feedback négatif et qui va venir arrêter le système d'horloge. Donc vous avez un système magnifique de feedback qui est infiniment plus compliqué que cela, mais qui vous montre comment on est arrivé à peu près à démontrer comment marche notre horloge. Et maintenant, non seulement on est arrivé à le démontrer, mais je vais vous montrer comment on la voit marcher. Ça, c'est un tour de force japonais. Ils ont d'abord, vous savez tous sans doute, vous avez tous entendu parler, vous avez tous vu des vers luisants. Vous savez que les vers luisants, ils font de la lumière. Et Raphaël Dubois, qui était un ancien doyen de la faculté de médecine de Lyon dans les années 1904-1905, avait isolé de ces vers luisants une enzyme qu'il a appelée la luciférase. Donc, en mélangeant la luciférine et la luciférase, ça fait de la lumière. Les Japonais ont, ça c'est le noyau suprachiasmatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accroché au gène qui donne la période, ils ont enlevé un petit morceau du gène et ils ont mis le gène de la luciférase. Il faut le faire, c'est pas facile. Bon, c'est un type de méthode que je serais bien incapable de faire. Mais de toute façon, l'horloge avait en quelque sorte la possibilité de devenir lumineuse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une fibre optique juste à cet endroit-là. Et puis, ils ont fait une infusion de luciférine à l'intérieur des liquides céphalorachidiens du rat. Donc, la luciférine arrivait au niveau du noyau suprachiasmatique. Il y avait une fibre optique multiplicatrice avec des systèmes que vous connaissez. Vous pouvez multiplier par 500 ou par 1000 les petits points lumineux. Et ils sont arrivés à ce que j'estimais être un chef-d'œuvre magnifique. Voici. Donc ça, c'est une souris qui, normalement, est éveillée la nuit, dort le jour, mais que l'on a mis tout le temps
à l'obscurité. Ça, ce sont simplement ce qu'on appelle le rythme circadien qu'il garde. Et vous voyez qu'à certains moments, il y a beaucoup d'activité des gènes, puisqu'ils sont accrochés à la luciférase, donc on voit des points lumineux qui sont toutes les 5 minutes enregistrés, puis ça s'arrête, il n'y en a presque plus, ça remonte, ça s'arrête, ça remonte, ça s'arrête. C'est endogène, puisque l'animal est toujours dans le noir, on peut donc imaginer que maintenant, il est possible, ça c'est un sacré tour de force, il est possible de voir fonctionner notre horloge, l'horloge biologique d'une souris, comme si elle pouvait vous donner le temps. Vous pourriez vous repérer en disant, bah, il était là. Ça, c'est un tour de force. Alors, à quoi ça va servir? Quelles sont les perspectives de ce type d'approche? Le fait d'avoir compris comment fonctionne l'horloge n'a pas résolu tous les problèmes. Parce qu'il y a toujours deux écoles qui s'opposent, les unicistes et les pluralistes. Il y a des gens qui disent il y a une seule horloge, qui est le noyau suprachiasmatique, qui est dans notre cerveau, là voilà, et c'est cette horloge qui va, par l'intermédiaire de transmetteurs, la mélatonine et d'autres choses, agir sur toutes les cellules de notre corps. Et puis, il y a d'autres malins qui disent c'est pas vrai. Quand on prend des cellules isolées, par exemple, quand on prend une corticosurrénale isolée, qu'on la met dans l'obscurité, et qu'on enregistre la libération du cortisol, toutes les 5 minutes pendant 2 ou 3 jours, et bien que la surrénale soit complètement séparée de l'horloge, on voit apparaître encore un rythme de presque 24 heures de rythme circadien. Donc, l'idée actuelle est la suivante. Nous avons une horloge principale, comme celle de la gare de Lyon, que je vous ai montré, mais toutes nos cellules, probablement, ont également un petit rythme circadien. Et le grand problème qui va se poser maintenant, c'est de savoir comment l'horloge principale agit sur les autres, ou est-ce qu'il est possible que certaines de nos cellules, de la surrénale ou d'autres organes comme le pancréas et tout, se mettent brusquement à échapper et à marcher à contretemps de l'horloge principale. Et bien entendu, c'est la porte ouverte à beaucoup d'hypothèses pour certains types en psychiatrie, par exemple, vous savez qu'il est courant d'admettre que lorsque, ce qu'on appelle la winter depression, lorsque le soleil est moins important pour entraîner notre horloge circadienne, il se pourrait peut-être que d'autres de nos cellules se mettent à ne plus être entraînées par l'horloge principale et que ça puisse entraîner justement ces dérèglements entre des moments où notre corps recevrait l'ordre de dormir, même pas au bon moment, et ça donnerait des déficits de l'humeur. Et vous avez tous entendu parler de ces traitements où, pour essayer d'activer l'horloge beaucoup plus pour qu'elle marche mieux, eh bien, le matin, on lui envoie des lumières. Et il y a un traitement de certaines dépressions hivernales où, le matin, vous regardez pendant 1 heure des lumières chez vous. Mais on s'est aperçu, chez des gens de Toulouse qui ont montré ça, que c'est la lumière bleue qui marche le mieux. Donc, tous ceux d'entre vous qui sont un peu dépressifs, s'il y a du ciel bleu, je leur recommande de le regarder, pas le soleil bien entendu, mais le ciel bleu, de le regarder tous les matins pendant 1 demi-heure, de façon à resynchroniser votre horloge circadienne. C'est un traitement qui peut marcher et qui coûte pas cher. Voilà donc à peu près la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait de l'horloge, mais certainement, à partir de là, les gens des rythmes circadiens, grâce à la biologie moléculaire, vont probablement isoler de nouveaux types de pathologies, même chez l'homme, en se disant, bien, il va falloir faire marcher ça beaucoup mieux. Maintenant, je passe au deuxième chapitre, qui est l'éveil. Alors,
comme vous le pensez bien, l'éveil, c'est la chose la plus importante. Le sommeil, c'est important, le rêve, c'est important, mais bien entendu, la chose la plus importante pour notre cerveau, c'est d'être éveillé. Éveillé pour trouver notre nourriture, pour défendre la famille et pour féconder, pour avoir des enfants. Hein. Si on n'est pas éveillé, rien de ça peut marcher et il y a longtemps que l'homme n'existerait pas. Donc il est évident qu'au cours de l'évolution, des tas et des tas et des tas de systèmes se sont ajoutés pour que notre éveil marche et pour qu'à l'intérieur de l'éveil, la mémoire, l'agressivité, l'attention dépendent d'autres systèmes. Et grâce à la découverte, surtout de l'école suédoise en 1964, des systèmes monoaminergiques dans le cerveau, grâce à des expériences de pharmacologie, de microélectrodes et tout, on était arrivé, il y a à peu près une dizaine d'années, à connaître les systèmes d'éveil de la façon suivante. On enregistre chez des animaux les systèmes dont l'activité augmente pendant l'éveil. On regarde si pendant l'éveil le neurotransmetteur est libéré. On regarde si on active pharmacologiquement ces systèmes, ça augmente l'éveil. Par exemple, si vous donnez des amphétamines, vous allez augmenter la libération de dopamine, de noradrénaline, d'adrénaline. Si vous donnez des drogues qui agissent sur l'histamine, vous allez augmenter l'éveil. Ça, c'est l'acétylcholine et tout. Et puis enfin, est-ce que l'inactivation pharmacologique diminue l'éveil? La plupart du temps, oui. Pas toujours. Et enfin, est-ce qu'il existe la possibilité de supprimer de façon sélective l'éveil de façon durable en ne touchant qu'un système? La réponse est non. Parce que ce sont des réseaux. Si vous touchez une partie d'un réseau, eh ben les autres, ils remplacent. Mais par exemple, pour vous dire, vous avez sans doute vu tous le film sur l'éveil. Il y a un film qui est passé il y a 5 ou 6 ans qui s'appelait L'éveil. Vous avez tous vu ces malades qui étaient atteints de maladies de Parkinson, qui semblaient ne pas pouvoir bouger et tout. Il a suffi de leur donner de la dopamine pour les ressusciter pendant, malheureusement, 1, 2 ou 3 ans, mais après ça repart. Donc la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, c'est des circuits qui marchent et qui sont, ces trois-là, importants dans les phénomènes d'attention. Un des systèmes, les derniers découverts dans mon laboratoire par le docteur Lin, un chinois, maintenant il est français, c'est un des systèmes à histamine. Chacun d'entre vous a pris des antihistaminiques quand il est enrhumé, les anciens. Et il s'est aperçu qu'il avait plutôt sommeil, parce qu'il était en train de bousiller son système à histamine. Il y a un autre système qui est impliqué dans l'éveil, et en particulier dans la connaissance et dans la mémoire, c'est le système à acétylcholine. C'est celui-là qui est détruit progressivement dans la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est le noyau suprachiasmatique, mais il n'a rien à faire dans l'éveil. Il y a un système très particulier, je n'insiste pas dessus, c'est le système à sérotonine. Ce système à sérotonine, il est libéré pendant l'éveil, il ne sert pas à l'éveil, il sert à nous faire dormir après. Bien, donc voilà où on en est. Tout le monde se disait bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, parce que quand on détruisait la plupart de ces systèmes, il y avait une récupération comme si il manquait un système d'éveil qu'on n'avait pas trouvé. Or, ce système a été trouvé par l'une de mes étudiantes qui était aux États-Unis à ce moment-là et qui travaillait avec un Français qui aurait pu rentrer en France aussi, qui est professeur à Stanford, qui s'appelle Mignot. C'est donc Christelle Perron et Mignot qui ont découvert. Voilà, donc ça c'est pour vous résumer à peu près ce qu'on savait avant l'invention du nouveau système, ce qu'on savait de tous les systèmes d'éveil. Donc vous voyez,
il y en a qui viennent de profond. Ça, c'est le cortex sur un chat ou un rat, le cervelet. Et vous voyez ici tous les systèmes qui collaborent pour venir activer le cortex et tout. Et voici le dernier découvert à cette époque, qui est le système à histamine. Il part de l'hypothalamus, il vient agir ici sur tous les neurones corticaux. Et c'est un système très important qui est probablement impliqué également dans la mémorisation. Hein. Le système à histamine est très important. Et tout le monde se disait, mais il y a peut-être un système par là, mais on ne sait pas à quoi il est. Et il a été découvert grâce à l'immunohistochimie. Et voici une coupe de l'hypothalamus. Ici, c'est le troisième ventricule. C'est une coupe frontale. Donc, normalement, il y aurait la deuxième partie. Là, c'est que la moitié droite. Et vous voyez ici tous ces petits points. Ces petits points contiennent un peptide qui a deux noms, parce que ça a été découvert par deux groupes différents. On lui a donné le nom soit d'hypocrétine, soit orexine. Pourquoi orexine? Parce qu'au début, on a pensé que ce système jouait un rôle dans la prise alimentaire. Lorsque on stimule ce système, chez le rat bien sûr, il mange plus. Et puis on s'est aperçu ensuite que ce système avait d'autres propriétés extraordinaires. D'abord, qu'il se projetait un peu partout. Il est là, hein, dans l'hypothalamus. Vous voyez qu'il se projette à cet endroit-là où se trouve le système à histamine et qui se projette dans tous les endroits du cortex cérébral, qui va dans des endroits également importants en relation avec des tas d'autres systèmes d'éveil. Et puis par hasard, on s'est aperçu de quelque chose de très important. En étudiant le cerveau des narcoleptiques, alors je vais vous expliquer ce que c'est que cette maladie, la narcolepsie. La narcolepsie, ça peut commencer vers 15 ans. Ça peut être exceptionnellement commencé chez très jeunes enfants. Ça commence en général vers 13, 14, 15 ans, à la puberté. Aussi bien chez le garçon, chez la fille. Ça peut commencer plus tard, à 30 ans, 40 ans. J'ai connu un malade qui avait commencé cet épisode de narcolepsie à 50 ans. C'est une maladie qui est très facile à diagnostiquer, à condition de poser les bonnes questions. Ce sont des gens qui s'endorment brusquement, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Supposez que vous soyez invité chez le président de la République, eh bien, malgré manger chez le président de la République, brusquement, de façon incoercible, votre tête va tomber dans le potage. Ce qui a tout de même montré que vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Si vous conduisez une voiture, si certains sentent venir là, pas une ou deux secondes avant, sentent venir l'épisode, donc ils ont quelquefois le temps de se mettre sur la droite, mais autrement, il y a un endormissement invincible. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas l'empêcher. Ça, c'est le premier signe. Alors, c'est un signe important. Mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas parce qu'il y a une autre maladie qui est l'hypersomnie idiopathique qui s'accompagne aussi d'un endormissement invincible. Il y a un autre signe capital, c'est qu'en même temps que ces endormissements invincibles, il y a d'autres signes qui apparaissent soit en même temps que l'endormissement, soit en dehors de l'endormissement, qui est la cataplexie. Qu'est-ce que c'est que la cataplexie? La vraie cataplexie, c'est que vous êtes debout et brusquement, vous vous écroulez. Pendant 5, 10, 20 secondes, vous restez absolument comme mort. C'est pas bien grave parce qu'après, les gens se remettent à bouger et quand ils se réveillent, ils racontent presque toujours un rêve, ils racontent quelque chose qui ne s'est pas passé. Mais il est également, ça peut survenir spontanément, mais la meilleure façon de le déclencher, pour être sûr que quelqu'un est narcoleptique, c'est de faire une plaisanterie, de déclencher le rire. Et tous ces sujets le savent, et ils ont très peur d'ailleurs qu'on leur raconte des histoires d'autres, parce que le rire va déclencher soit l'accès total de narcolepsie, soit des épisodes
discrets de narcolepsie, s'ils tiennent quelque chose, ils vont laisser tomber ça. Ou ils vont avoir simplement les muscles des masséters qui brusquement n'auront plus de tonus. Donc ils vont rester comme ça pendant 3-4 secondes. L'association de endormissement invincible et de narcolepsie égale à 100% la narcolepsie. Alors c'est une maladie qui est très invalidante. Si vous avez des enfants qui sont en classe et qui s'endorment au milieu des cours, eh bien, il n'y a qu'à regarder leur cahier brusquement, s'ils ne s'endorment plus, tout ça. C'est très invalidant. Et pendant longtemps, on a cherché la cause de la narcolepsie, on ne l'a pas trouvé. On a trouvé des molécules, en France également, c'est le modafinil, qui permet maintenant de mener une vie quasiment normale, en prenant, bien sûr, tous les jours. On ne la guérit pas, mais on permet aux gens de vivre une vie à peu près normale grâce au modafinil. Mais enfin, grâce à ces travaux faits à Stanford, on s'est aperçu que chez les narcoleptiques, voici ici, bien sûr que on peut avoir des cerveaux narcoleptiques. La narcolepsie n'est pas une maladie mortelle. Mais il arrive toujours qu'une fois, il y a un narcoleptique qui passe sous une voiture ou bien qu'il fasse une crise cardiaque. Donc, il existe une banque de cerveaux de narcolepsie qu'on garde en se disant ben, un jour, on trouvera bien quelque chose. Et vous voyez, regardez simplement ces deux vues. Voici quelqu'un de témoin. Voici ses neurones à hypocrétine ou à orexine. Et voici un narcoleptique, il n'y en a pas. Alors pour aller plus loin, on dose l'hypocrétine et tout chez des gens normaux au niveau du cerveau. Voilà les taux. Et voici chez les narcoleptiques, il n'y en a pas du tout. Ou bien on le dose dans le liquide, dans le pont. Voici des gens normaux, le contrôle. De 20 000, c'est le nom c'est la quantité. Et vous voyez, chez les narcoleptiques, il n'y en a pas du tout. Donc, on a trouvé la cause de la narcolepsie. On va donc pouvoir maintenant mettre au point des transmetteurs ou des drogues qui vont pouvoir agir sur les récepteurs de ces neurones. Puisqu'il n'y a plus de neurones, on ne va pas pouvoir les remplacer, mais on va pouvoir agir sur les récepteurs à l'hypocrétine pour pouvoir essayer de les guérir. Est-ce que ça marchera tout de suite ou est-ce que ces neurones sont en rapport avec également l'alimentation? Il faut se dire que c'est un travail encore d'une dizaine d'années avant d'arriver à trouver véritablement la drogue qui guérira cette maladie, mais c'est un des progrès les plus importants qui soit. Donc actuellement, en plus de tous les systèmes d'éveil que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a ce système à orexine. Par où agit-il et tout? Je vous montre simplement une autre vue pour terminer sur l'éveil. Un de mes amis japonais, qui est le professeur Ayaishi, qui est à Osaka, a fait l'expérience suivante, en mélangeant une fois de plus la biologie moléculaire et la pharmacologie. Voici des animaux normaux, des souris. Voici les conditions normales, c'est-à-dire que voilà l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal chez des animaux normaux. Ici, il injecte de l'hypocrétine ou de l'orexine. Donc vous voyez que ça augmente considérablement l'éveil. Ça montre tout simplement que l'orexine, c'est bien un système d'éveil. Et puis il a fabriqué, les Japonais sont très forts pour ça, il a fabriqué des rats qui n'ont plus de récepteurs à histamine. Normalement, ils dorment à peu près correctement et tout, mais lorsqu'il injecte de l'orexine, vous voyez que ça ne change absolument rien. Donc l'idée, c'est pas une expérience très propre, mais enfin, il est possible que le système à orexine agisse et bien entendu, il agit sur les réseaux, mais il agit également par l'intermédiaire
du système à histamine. C'est pour vous montrer comment tous ces systèmes de réseau sont organisés de façon extrêmement complexe, mais que, bon, grâce aux instruments que l'on a actuellement, en particulier toutes les souris transgéniques, auxquels on peut enlever des tas de morceaux de leur système, inactiver des tas de gènes dans le système nerveux, on arrive maintenant à mieux connaître comment ça fonctionne. J'en arrive donc maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est maintenant à peu près sur les mécanismes du rêve. Du rêve, c'est-à-dire en gros du sommeil paradoxal. On verra à la fin qu'il y a peut-être des exceptions. Et qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce qui différencie la conscience éveillée de la conscience onirique? Eh bien, normalement, si on se met, on peut aborder ça de deux façons. Par la psychologie, c'est-à-dire qu'on va étudier les souvenirs de rêve chez des gens qui ont des lésions, pas de lésions, etc. Ou bien on va essayer de regarder comment le cerveau fonctionne grâce aux nouvelles méthodes d'utilisation du cerveau que vous avez dû voir ici à l'exposition, en particulier la caméra à positons ou à l'IRM fonctionnel, ou surtout, puisque le chat présente quelque chose qui ressemble bougrement à ce qui se passe chez l'homme, eh bien, chez le chat, on a des techniques encore meilleures qui permettent de voir au niveau cellulaire les systèmes qui sont activés pendant le sommeil paradoxal. Alors, rentrons maintenant dans la dernière partie de l'exposé, c'est-à-dire que savons-nous des différences entre la conscience onirique et la conscience de l'éveil. D'abord, les lésions cérébrales. Maintenant, dans la plupart des services de neurologie, quand les gens ont des lésions cérébrales qui peuvent être remarquablement bien décelées grâce à le scanner ou l'IRM fonctionnel, eh bien, il est courant maintenant qu'il y ait quelqu'un dans le service qui s'occupe spécialement, qui vient voir les gens le matin et qui s'occupe des souvenirs de rêve. Et on s'est aperçu, il y a un syndrome qui est connu depuis ce qu'on appelle le syndrome de Charcot-Willebrand, qui est dû à des lésions pariéto-occipitales, à droite ou à gauche, mais surtout à droite. Eh bien, ces gens-là ont, bien entendu, puisque pariéto-occipital, ils ont une agnosie visuelle, ils ne savent pas ce qu'ils... ils ne reconnaissent pas ce qu'ils voient. Et lorsqu'on leur demande de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer l'imagerie de la Tour Eiffel ou d'un rat ou d'une star de cinéma, etc., ils sont incapables de voir, d'avoir une imagerie si vous fermez les yeux maintenant, vous voyez tous la Tour Eiffel. Eh bien, ces gens-là sont incapables d'imaginer cela. Et c'est des gens qui, lorsqu'on les réveille, ensuite, quand on enregistre leur sommeil, et qu'on les réveille au cours du sommeil paradoxal, la plupart du temps, ils ne se souviennent absolument pas d'images. Donc, rôle très important des régions pariéto-occipitales. Par contre, les lésions frontales entraînent peu d'effets. Les lésions, la commissurotomie, quand c'est rare, on ne s'amuse pas à couper le corps calleux chez des gens normaux, mais il arrive que pour des épilepsies importantes, pour qu'elles ne passent pas de l'autre côté, on soit amené à couper le corps calleux. Eh bien, ça laisse des rêves visuels, mais ça entraîne des troubles que je vais vous décrire tout à l'heure quand il y a des rêves visuels et auditifs. Et enfin, bien sûr, mais ça c'était quelque chose qu'on devait s'attendre, les gens qui ont une aphasie, eh bien, ils ont une absence de rêve jusqu'au retour
d'une verbalisation interne. C'est-à-dire que, bien entendu, ces aphasiques seront absolument incapables de vous raconter les rêves. Donc, l'étude des lésions nous renseigne que probablement l'imagerie onirique dépend des zones qui sont bien connues pour la vision, l'idiome pariéto-occipital. Mais on connaît beaucoup plus de choses sur le rêve. D'abord, on sait qu'il n'y a aucune différence au point de vue subjectif entre l'éveil et le rêve, en ce sens que lorsque nous rêvons, nous sommes absolument sûrs d'être éveillés. Actuellement, vous n'avez absolument aucune possibilité de savoir si vous rêvez ou si vous êtes éveillé. En ce sens que cette nuit, vous pouvez très bien écouter ma conférence avec peut-être un éléphant à côté, quelque chose de fantastique, et vous croirez à ce que vous faites. Donc, introspectivement, comme le dit Havelock Ellis, un des grands pionniers de l'étude des rêves, les rêves sont réels pendant qu'ils se déroulent. Peut-on dire plus de notre vie éveillée? Au niveau de notre conscience onirique, nous n'avons aucun moyen de savoir si nous sommes éveillés. Et je vais vous... Bon, il y a beaucoup de gens qui tiennent des onirothèques, des cahiers de rêves. Moi, j'en ai un. J'en suis à peu près à 7000 depuis 1970. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai beaucoup de rêves de vol. Et la plupart du temps, quand je rêve que je vole, pour me persuader que je suis bien éveillé, je mets en jeu une conscience réflexive qui est la suivante. Ça, c'est un rêve de 96, etc. J'étais en train de voler. Bon, c'est une sensation très agréable, comme vous le savez. Monter, descendre, je faisais même des loopings entre des arbres. Et à ce moment-là, je suis absolument sûr d'être éveillé, si certain que je fais du calcul mental. 8 fois 8 en 64, et 9 divisé par 27, ce qui n'est pas si mal, 0,333. Donc, vous pouvez, pendant votre rêve, vous prouver que vous êtes éveillé en faisant des calculs qui ne sont pas obligatoirement très simples. C'est bien pour montrer que la conscience réflexive, qui est la conscience de l'éveil, on peut la faire marcher pendant nos rêves pour nous prouver que quand on a des rêves comme le vol, qui sont tout de même bizarres, eh bien, vous êtes sûr d'être éveillé. Donc, là aussi, il y a quelque chose qui ressemble bougrement à ce qui se passe pendant l'éveil. Mais il y a tout de même des différences entre la conscience onirique et la conscience éveillée. Ces différences sont les suivantes. D'abord, bon, je vous signale pour ceux d'entre vous, ça c'est connu, mais l'imagerie visuelle que nous avons au cours des rêves, elle est toujours en couleur. Mais vous ne saurez qu'il y a des couleurs que si vous vous réveillez tout de suite après. Si vous vous réveillez plus d'une minute après la fin de rêve, vos souvenirs seront en noir et blanc ou en gris. Et il semble que les couleurs seraient plus intenses chez les sourds-muets. Bien entendu, il n'existe pas d'imagerie visuelle chez les aveugles-nés. Mais actuellement, tout le monde est d'accord pour admettre que si la cécité totale apparaît après l'âge critique de 5 à 7 ans, il peut persister des souvenirs visuels au cours des rêves pendant 15 à 20 ans. Mais à ce moment-là, la couleur va disparaître progressivement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un magasin des images qui est stocké, après 5-7 ans et qui peut persister, c'est-à-dire que les aveugles, les seuls moments où ils auront des images, ce sera au cours des rêves. Il y a d'autres choses curieuses pendant le rêve, dont une qui est extrêmement émouvante, je dirais. Au cours des rêves,
n'avons pas conscience de notre image corporelle. Et si vous avez l'occasion, ce que l'on peut voir dans certains services hospitaliers, de demander à des patients hémiplégiques du côté droit, du côté gauche, qui peuvent parler, qui n'ont pas d'aphasie, ou des paraplégiques, ou même des quadriplégiques, ou des grands myopathes, la plupart du temps, lorsqu'ils rêvent, même les quadriplégiques qui ont des accidents de moto et qui resteront toute leur vie sans pouvoir bouger les membres, eh bien, lorsqu'ils rêvent, ils rêvent qu'ils peuvent courir. Certains d'entre vous ont certainement lu ce livre extraordinaire qui s'appelle Le Scaphandre et le papillon, où quelqu'un qui était directeur d'une revue a fait une hémorragie de l'artère basilaire au niveau du pont et il a été mis dans un état de totale quadriplégie, de mutisme akinétique, et il a pu correspondre avec sa secrétaire seulement en clignant d'un œil. Il est arrivé à indiquer, la secrétaire a tapé ce livre qui est extraordinaire. Et cet homme raconte 3 ou 4 rêves, alors qu'il est complètement paralysé et tout, au cours desquels il peut courir sur la plage avec ses enfants et tout. Donc c'est pour montrer que notre cerveau, à ce moment-là, est bien différent du cerveau éveillé, bien sûr, puisqu'il ne tient pas compte de notre schéma corporel. Et alors, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez sans doute, ceux d'entre vous que ça intéresse et qui racontent leurs rêves, qui écrivent les rêves tous les matins, eh bien, il existe quelquefois des rêves où quelqu'un nous parle, nous voyons quelqu'un et il nous raconte quelque chose. Eh bien, dans une grande majorité des cas, non seulement dans ma propre onirothèque, mais dans celle qu'on peut recueillir, il y a Georges Perret qui a écrit un bouquin là-dessus, sur tous ses rêves et tout, on s'aperçoit qu'il existe une dissociation entre la reconnaissance du visage de celui qui vous parle. Si vous le reconnaissez, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Et si vous comprenez ce qu'il vous dit, ce n'est plus un visage, c'est une forme. En quelque sens qu'il existe ce qu'on appelle une non-reconnaissance des visages, dans certains cas, ce qu'on appelle l'aprasopagnosie. Je vais vous montrer ça par des dessins, par des figures, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Dans beaucoup de cas, vous voyez une forme, vous ne reconnaissez pas de visage, mais vous entendez une phrase qui est sémantiquement correcte, même s'il n'a pas énormément de signification, mais elle est correcte. Les chats n'enlèvent pas leur béret. Donc ça, c'est absence de reconnaissance du visage, ce qui est à droite, mais reconnaissance parfaite de la sémantique, ce qui est le cerveau gauche. Inversement, vous avez l'inverse. Vous reconnaissez parfaitement le visage de quelqu'un que vous connaissez bien, mais le message qui est transmis n'a aucune valeur sémantique, pac, ou n'importe quoi, ou très souvent, la personne, et vous ne l'entendez pas. Eh bien, comment expliquer ça? Il y a une façon de l'expliquer, qui est ensuite prouvée par la neurophysiologie animale. Lorsque vous reconnaissez, ça c'est l'hémisphère droit, il est à gauche, mais il devrait être vu dans l'autre sens. Reconnaître un visage, c'est l'hémisphère païento-occipital droit. Reconnaître la parole, c'est le lobe temporal gauche. Donc normalement, maintenant, les informations qui, si vous me regardez, et en même temps si vous comprenez ce que je dis, c'est que ça passe comme ça dans les deux sens. Or, dans le cas de certains rêves, pas dans tous, on peut reconnaître, ou on reconnaît le visage, ou on reconnaît la parole,
mais la liaison ne se fait pas entre les deux, comme si les informations qui passent par ici, au niveau des carcoleux, qui sont situés là, étaient coupées. Et alors, est-ce qu'on a une preuve que cela est vrai? Eh bien, cette preuve a été amenée. Bon, on ne peut pas s'amuser à mettre des électrodes chez l'homme pour voir si les informations passent par le carcoleux, mais on peut le faire chez le chat. Et chez le chat, c'est des travaux. Donc, l'hypothèse est la suivante. Il est fort probable qu'un cerveau dédoublé, c'est-à-dire que le carcoleux a été coupé, survienne de façon temporaire au cours du sommeil paradoxal, car, comme je vais vous le montrer dans la prochaine diapositive, il existe une diminution de la transmission des signaux nerveux au niveau du carcoleux pendant le sommeil paradoxal chez les chats. C'est des travaux qui ont été faits tout à fait dans les débuts des études sur le sommeil chez le chat. Ça a été fait par mon ami Berlouki en 65. Et très curieusement, personne n'a jamais refait ce genre d'expérience, comme s'il y avait une espèce de... Il y a des choses qui sont tabous. Mais de toute façon, vous voyez ici, voilà un chat qui s'endort en sommeil paradoxal. Ici, il n'y a pas de muscle. Il se met à bouger les yeux. Donc ça, c'est le sommeil paradoxal. Voilà l'activité de son cortex. Et ceci, c'est l'activité intégrée de son carcaleux. C'est-à-dire que plus il y a de l'activité ici, plus il y a de transmission de droite à gauche. Eh bien, vous voyez que pendant certains moments, il n'y a plus rien du tout, sauf quand il y a des mouvements oculaires, mais qu'il y a une diminution considérable, tout ça c'est en microvol, qui fait que l'hypothèse que pendant certains rêves, d'où la bizarrerie, si vous avez des rêves qui partent de votre hémisphère droit, pariéto-occipital droit, et que vous n'envoyez pas des informations du côté gauche, où vous puissiez mémoriser, verbaliser ce que vous avez vu, eh bien c'est là le grand problème que l'on a quand on se souvient de certains rêves. On a le message qui reste, mais on est incapable d'écrire ce qui s'est passé, d'où l'aspect à la fois fantastique et tout des rêves. Donc un aspect très particulier de la conscience onirique, c'est que probablement le passage se fait mal entre le cortex visuel, puisque finalement la plupart des rêves sont visuels, et le cortex qui va nous permettre de le décrire, c'est-à-dire le cortex gauche, le cortex temporal gauche. Ouais, c'est une des hypothèses qui devrait pouvoir être démontrée avec les nouvelles techniques d'IRM fonctionnel, étant donné que ce ne sera pas si facile que ça, parce que l'activité du carcaleux est une activité de transmission, et elle est extrêmement difficile, elle mange peu de glucose, et il va falloir mettre au point des nouvelles techniques pour voir ce qui se passe au niveau du carcaleux. Bon, alors maintenant, comment fonctionne, quelle idée avons-nous sur le fonctionnement de notre cerveau lorsque nous rêvons? Eh bien, pour ça, il y a deux types de méthodes. Soit vous allez dans un laboratoire où les gens connaissent bien le sommeil, où il y a une caméra à positons, et puis on vous injecte du glucose marqué ou de l'eau marquée, et puis on attend qu'avec de la chance, vous ayez une période de rêve, et l'appareil va essayer de se débrouiller pour voir ce qui se passe. Soit, pour aller voir plus loin, vous admettez, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont identiques chez le chat et chez l'homme, on utilise des méthodes empruntées à la biologie moléculaire. Alors, d'abord, que savons-nous? Ce que l'on sait, en fait, des systèmes du rêve, on les connaît depuis une dizaine d'années, il n'y a que très peu de choses qui ont changé. On sait qu'il y a
pour l'activation corticale, donc pour la conscience onirique, il y a des circuits qui ne sont pas les mêmes de ceux de l'éveil. C'est-à-dire que les systèmes qui marchent pendant l'éveil, très curieusement, s'arrêtent de fonctionner pendant que nous dormons et pendant que nous rêvons. Le système à dopamine s'arrête, le système à noradrénaline s'arrête, le système à histamine s'arrête. Il suffit de les enregistrer et tout. D'autres systèmes vont prendre le relais. Un autre système à acétylcholine est fort probablement des systèmes qu'il va falloir découvrir, parce qu'il y en a un qui part ici de l'hypothalamus postérieur, l'endroit où se trouve l'histamine, mais ce n'est pas l'histamine. Donc ça, on sait, il y a encore des petits secrets. On connaît par contre très bien les systèmes qui font bouger les yeux et tout ça. Et puis celui-là qui est en rouge, là, c'est le système qui est mis en jeu dans la narcolepsie, qui fait qu'on n'a plus du tout de tonus musculaire. C'est un système qu'on connaît très bien, qui part d'un endroit qui est situé dans le pont. Ce qui fait que lorsque vous rêvez que vous courez, que vous avez cette imagerie visuelle que vous courez, vos neurones corticaux, les neurones moteurs, vont être immensément activés. Le faisceau pyramidal qui descend va venir arriver jusqu'à la moelle. Normalement, vous devriez courir à toute allure. Mais, heureusement, il y a un système qui part d'ici et qui vient arrêter, voilà, aux influx qui descendent dans la moelle et qui viennent agir sur les nerfs qu'il faut bouger les muscles. Mais là, il y a un système inhibiteur qui empêche la libération des transmetteurs comme les glutamates et tout qui devraient faire bouger les muscles, si bien que seuls des petits mouvements vont passer. Si on détruit ce système qui bloque le tonus musculaire, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a chez le chat des animaux qui courent après des souris imaginaires pendant leurs rêves, et depuis, on a découvert ça également chez l'homme. C'est une maladie, c'est assez fréquent, c'est surtout fréquent chez les grands buveurs de bière dans le Minnesota, et c'est très facile de faire le diagnostic quand ces gens arrivent dans un service de sommeil, parce que on voit un homme d'une 50aine d'années qui vient avec le bras en écharpe parce qu'il a une fracture du poignet. Il est accompagné de sa femme qui a en général un énorme œil au beurre noir. On dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, docteur, mais c'est terrible, depuis quelque temps, mon mari se précipite sur moi pendant la nuit et il se met à me taper dessus. Regardez ce qui se fait. Il a tellement tapé fort qu'il s'est cassé le poignet. Bon, on enregistre le sujet, sans sa femme, bien entendu. Tout se passe bien, il s'endort normalement, il a un sommeil calme, absolument normal, et brusquement, au moment où commence le sommeil paradoxal, il va se précipiter sur ce qui est à côté de lui. Si ce n'est pas sa femme, ça va être sur son oreiller, et il va étrangler l'oreiller. On le réveille. Qu'est-ce qui se passe, bon vieux? Ah ben je me battais contre un ours. Très curieusement, la lutte contre l'ours survient de façon statistiquement significative, comme si on avait de espèces de vieux trucs comme ça, de s'être battu dans des ours, probablement lorsqu'on partageait les mêmes grottes autrefois, il y a 300 000 ans, du temps de Lascaux et ces choses-là. Donc ce comportement onirique peut être traité, il y a des drogues qui le traitent, ou peut quelquefois continuer et à être le signe précurseur d'une maladie un peu plus embêtante comme la maladie de Parkinson. Donc, on connaît donc bien à peu près tous les systèmes, mais on va voir bien entendu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe au niveau cortical, parce que le frein, on sait comment ça marche, les mouvements des yeux, on sait comment ça marche, mais bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe là. Alors, ce qui se passe là, grâce à des nouvelles méthodes que la magnétoencéphalographie, on s'est aperçu que lorsque nous rêvons, lorsque nous sommes entendus, voici ici
des tas d'électrodes de magnétoencéphalographie. Hein. C'est des appareils qui sont terriblement chers. On a la tête fixée ici, il y a des tas de squids, c'est-à-dire des trucs à l'air liquide. Ça permet d'enregistrer non pas l'activité électrique du cerveau, mais puisqu'il y a une activité électrique, il y a une activité magnétique. Donc il faut être placé dans des endroits où il n'y a pas de... Et il n'y a que 2 ou 3 appareils comme ça en France. Et ben, ça permet d'enregistrer un peu en profondeur ce qui se passe dans le cerveau. Et alors vous voyez ici un sujet qui est éveillé. Et vous voyez ici cette activité-là, très particulière. C'est une activité qu'on appelle gamma parce qu'elle va entre 35 et 45 Hertz. Voilà le sujet donc qui est éveillé et qui pense, donc qui a une conscience éveillée. Il a une activité gamma. Et le voilà dans ce que les Américains appellent REM sleep, c'est-à-dire sommeil avec rapide mouvements oculaires. Vous voyez que c'est le même type d'activité gamma. Donc actuellement, l'une des hypothèses est que, afin d'être conscient, soit pendant nos rêves, soit pendant l'éveil, il faut pouvoir fabriquer cette activité-là, qui est une activité très rapide, à 35-45 Hz. Pour certains, comme Linas ou d'autres physiologistes, comme Edelman, ceci signe la conscience. Pour d'autres, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'on peut faire, par exemple, de l'atropine à quelqu'un, supprimer cette activité-là, et il sera toujours capable de vous raconter quelque chose de très normal. La suivante. Alors, là, on voit mal, mais ça... Alors, je vous ai dit, on peut étudier l'activité électrique grâce à la magnétoencéphalographie, ou on peut faire la méthode de la caméra à positron. Celui qui a le plus d'avance là-dedans, c'est mon ami Maquet, qui est à Liège, parce que arriver à enregistrer des gens qu'on place dans ces énormes machins, donc à qui on injecte des produits radioactifs pour qu'ils dorment bien, c'est pas facile. Donc la seule façon, c'est de les priver de sommeil pendant 2 jours avant. Donc ils dorment tellement qu'ils n'ont pas peur de la machine. Alors, vous voyez donc, voici les taches jaunes, ici que vous voyez. Ça veut dire tout simplement que certaines zones du cerveau qui appartient, ceci c'est l'amygdale, c'est pas l'amygdale là. Il y a à l'intérieur de ce qu'on appelle le système limbique, placé en avant des lobes temporaux, une structure qu'on appelle l'amygdalome, l'amygdale cérébrale, qui est une structure qui commande notre système végétatif et qui est une structure qui peut être allumée spécifiquement, par exemple, lorsqu'on montre à un sujet qui est éveillé des choses qui lui font peur, l'amygdale va se mettre à marcher. C'est une structure qui est à la fois cognitive, mais cognitive à un niveau des instincts. Donc, on voit s'allumer des zones qui appartiennent à ce qu'on appelle au rhinocéphale. Mais bien entendu, ceci donne des images qui ne sont pas particulièrement très précises. C'est pour ça que chez l'animal, on est arrivé, c'est-à-dire là-dessus, je suis à la retraite depuis à peu près 7-8 ans, c'est les dernières expériences que j'ai faites avec mes collaborateurs. Il est possible actuellement, grâce aux méthodes de la biologie moléculaire, de mettre en évidence les neurones qui ont été excités pendant un temps donné. Mettons que l'animal reste éveillé pendant 10 minutes, eh bien on va pouvoir voir, grâce les neurones du cerveau vont être excités, mais certains vont être excités plus que d'autres. Lorsqu'un neurone est excité, il reçoit une information d'un transmetteur, et cette information passe à l'intérieur du noyau de l'autre neurone, et il va se mettre en jeu des changements au niveau du génome, et on va voir apparaître parmi toutes les molécules qui se trouvent dans le noyau,
certains signes que ce neurone a été activé. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une protéine qui s'appelle CFOS. Donc, il suffit de mettre des animaux en augmentant leur sommeil paradoxal. Ça, c'est facile, on sait maintenant. Un animal, un chat, va présenter 20% de sommeil paradoxal pendant son sommeil, par des méthodes qu'on a mis au point successivement. On peut avoir un animal qui va rêver pendant 1 heure sans arrêt. On peut avoir un animal qui va être éveillé pendant 1 heure sans arrêt, et on va avoir un animal qui va dormir du sommeil classique pendant 1 heure sans arrêt. On sacrifie l'animal et on révèle, grâce à l'immunohistochimie, les neurones qui ont été la cible de ce qui se passait dans son cerveau. Et bien vous voyez ici une structure qu'on appelle le septum, l'hippocampe dorsal, l'hippocampe ventral et la fameuse amygdale. Eh bien, vous voyez que la différence qu'il y a entre un animal éveillé, qui pourtant est en train de regarder partout, et un animal qui rêve. Vous voyez que ces endroits du cerveau, qu'on appelle le rhinencéphale, c'est le cerveau, c'est pas le cerveau reptilien, c'est quelque chose qui contrôle toutes nos conduites, les conduites agressives et tout ça. Mais c'est une structure également que l'on sait être capable de nous donner des hallucinations. Pendant longtemps, on a cru que peut-être tout venait du cortex occipital. Mais on sait, depuis les expériences de Penfield, quand il stimulait chez des épileptiques l'hippocampe, que quand on stimule ces structures, celle-là et celle-là, on peut déclencher des hallucinations et on peut déclencher également des espèces de retour de la mémoire. C'est-à-dire que les gens qui sont en salle d'opération, quand on les stimule à cet endroit-là, ils disent « Ah, mais je descends l'escalier quand j'étais chez mon grand-père ». Ils revivent une scène très ancienne. Donc, l'hypothèse, où l'on en est actuellement, bien sûr, c'est que pendant le rêve, bien sûr, il y a nos aires visuelles qui jouent un rôle considérable, mais il n'est pas impossible que ce soit les souvenirs qui sont gardés dans ces structures anciennes, comme l'hippocampe et comme l'amygdale, qui sont mis en jeu et qui déclenchent justement tout ce que l'on appelle l'imagerie onirique, le tout étant bien entendu... Bon, voilà où on en est. Ça ne veut pas dire qu'on a une explication très nette de ce qui se passe. Mais à l'heure actuelle, tout le monde pense que en dehors de notre cortex, les zones plus profondes du cerveau, qu'on appelle le rhinencéphale, en particulier l'amygdale, jouent un rôle capital dans le déclenchement de cette activité onirique. Donc jusque-là, tout est très bien et tout ce que je vous ai dit est parfait. Voilà. Seulement, voilà, les choses en 2002 ne sont pas obligatoirement si claires que ça, et on est en face de problèmes qui sont très importants. Je vous ai dit jusque-là, le sommeil paradoxal, c'est équivalent au rêve chez l'homme. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas changé. Mais de plus en plus, il y a des écoles, surtout l'école italienne de Bologne, qui réveillent des gens et qui disent on obtient des souvenirs de rêve aussi bien pendant le sommeil paradoxal que pendant les autres phases du sommeil. Alors ça a une importance considérable parce que l'énigme est la suivante. Est-ce que véritablement le rêve survient pendant le sommeil paradoxal, oui ou non? C'est extrêmement important parce que si ce n'est pas vrai, c'est-à-dire s'il peut exister du rêve, ce que je ne crois pas, mais il y a des gens qui le disent, pendant que notre cerveau fabrique des grosses ondes lentes, lesquelles ont toujours été considérées comme s'accompagnant d'aucune activité cognitive, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la conscience éveillée ou onirique
est l'activité électrique cérébrale, c'est-à-dire le rythme gamma. C'est-à-dire que ça nous fait perdre le parallélisme psychophysique. C'est-à-dire que les gens qui continuent à travailler là-dessus, un de ces jours, eh bien, ils vont avoir leur chaise qui va s'écrouler sous eux. Il va falloir trouver une autre interprétation. Alors moi, je vais vous montrer les arguments pour et les arguments contre, considérant qu'il y a beaucoup plus, bien sûr, d'arguments pour. Pour, oui, c'est-à-dire oui, il y a un rapport. Le réveil pendant le sommeil paradoxal donne au moins 80% de souvenirs de rêve. Donc de ce côté-là, on est bien certain que le rêve survient à ce moment-là. Lorsque l'on enregistre des rêves lucides, je n'ai pas le temps de vous en avoir montré, parce que je prends le temps quand même. C'est très facile. Les rêves lucides, on dit aux gens, quand vous allez savoir que vous rêvez, vous allez bouger votre doigt. Alors on met des électrodes sur le doigt pour nous dire, vous avez bougé le doigt une fois, 2 fois, 3 fois, pour dire je suis en train de rêver. Ça existe seulement pendant le sommeil paradoxal, jamais pendant le sommeil. Je vous ai parlé tout à l'heure du comportement onirique, c'est-à-dire ces gens qui se mettent à taper sur leur femme à grands coups de poing pendant la nuit parce qu'ils pensent qu'ils chassent un ours. Ça survient également tout le temps au cours du sommeil paradoxal. Et enfin, on sait que lorsqu'on donne certaines drogues, comme les inhibiteurs des monoaminoxydases ou bien les nouvelles drogues comme le Droxa ou toutes ces choses-là qui agissent sur le réuptake de la sérotonine, eh bien les gens disent « je ne rêve plus », et puis quand on les enregistre, on n'a plus du tout de sommeil paradoxal. Donc ça fait tout de même des choses qui sont bougrement importantes. Mais il y a des arguments contre, que je suis honnêtement obligé de vous dire, pour vous montrer qu'il y a encore du travail. Il y a un ennui considérable pour les neurophysiologistes, le caillou dans notre chaussure, the pain in our neck ou the pain in our ass, comme diraient les Américains, c'est le somnambulisme. Pendant longtemps, on s'est dit que le somnambulisme, ça pourrait bien survenir pendant le sommeil paradoxal, mais les gens ne pourraient pas marcher puisqu'ils s'effondreraient. Or, toutes les fois qu'on a enregistré des somnambules, eh bien, ça survient pendant le sommeil lent profond. Il est vrai que quand vous réveillez un somnambule a une conscience très particulière. Un somnambule qui a 14-15 ans, juste avant que ça s'arrête, est capable de se lever de son lit, de descendre les escaliers, d'ouvrir un réfrigérateur, de se servir un verre de lait, de le boire et de remonter. Si vous l'arrêtez à ce moment-là, en lui demandant « qu'est-ce que tu fais ?», il se souvient absolument de rien. Donc l'éveil qui survient pendant l'état de conscience du somnambuliste, c'est un état où le système marche, mais où la mémoire, on a dans notre cerveau un système qui en permanence dit maintenant tu imprimes ce que tu fais et ça va dans l'hippocampe. Les somnambules ne gardent pas le souvenir de ce qu'ils font, mais ils ont tout de même, on est obligé de le reconnaître, un type de conscience, parce que pour aller servir un verre de lait, c'est pas facile, et ça survient là où il y a des ondes lentes. Donc nous, on n'a pas d'explication. Il n'y a pas de modèle, personne n'a vu de chien somnambule, j'ai jamais vu de chat somnambule, ni de souris somnambule, donc on ne sait pas. Et là, il existe, d'après les travaux surtout des psychologues, les psychologues maintenant, avant, on trouvait 20% de souvenirs de rêve au cours du sommeil à ondes lentes. Et à ce moment-là, les gens disaient, bien sûr, il vous arrive quelquefois de vous souvenir d'un rêve que vous avez eu dans la nuit, dans l'après-midi. Donc on peut très bien admettre que vous avez un rêve vers 2 heures du matin, et puis une demi-heure après, pendant le sommeil, si on vous réveille, vous allez vous souvenir du rêve antécédent. Donc c'est comme ça qu'on expliquait les rêves obtenus au cours du sommeil lent. Mais il existe, semble-t-il,
pendant les 90 premières minutes du sommeil, alors qu'il n'y a pas encore eu de phase de rêve, certains disent, mais non, on obtient des rêves. Donc le problème, à mon avis, est extrêmement simple. C'est que les rêves que les gens obtiennent à ce moment-là, lorsqu'on lit ces rêves, ce sont des rêves d'une banalité, du genre, oui, j'étais en train de penser qu'on me mettait des électrodes sur la tête. Enfin, des rêves qui n'ont pas cette espèce d'extraordinaire vivacité. Ils sont d'ailleurs très rarement en couleur et tout. Mais enfin, on est obligé d'admettre qu'il existe quelque chose de particulier qui ne s'accompagne pas de cette activité gamma, que l'on croit être celle de la conscience, et qui surviendrait pendant ces grandes ondes lentes. Il y a également des gens qui vous font remarquer que lorsque l'on s'endort, il y a certains sujets qui peuvent avoir des rêves très courts. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce n'est pas très grave pour s'en tirer, parce qu'il existe justement encore cette activité gamma. Donc, contrairement, si vous voulez, actuellement, il y a encore deux grands types d'hypothèses. Il y a ceux dont je fais partie, qui admettent que réglons les problèmes du sommeil paradoxal, de l'activité gamma et tout, et après on s'occupera du reste. Et il y a ceux qui sont prisonniers de Sigmund Freud, selon lesquels eh bien, le rêve serait un processus continu au cours du sommeil. Et enfin, je vais terminer là-dessus, parce qu'il fallait tout de même que j'en parle. Voilà. Le problème, c'est ça. Va-t-on un jour pouvoir savoir ce qui se passe de quelqu'un assis sur un divan qui vous raconte un rêve qu'il a eu au cours de la nuit? Est-ce que cela a de la valeur? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent de ce que nous étudions? De toute façon, s'il y a ici des étudiants ou des gens qui ont envie de faire de la neurophysiologie, il y a un domaine qui est entièrement ouvert, c'est celui-là. Étudier la conscience onirique, il y en a encore pour des centaines d'années, sinon des milliers d'années, et il n'y aura pas de chômeurs pendant ce temps-là. Je vous remercie. Et maintenant...